Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, jeudi 1er avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Accéder à la magistrature suprême du Niger en avril 2011 pour un mandat de 5 ans et réélu pour un second mandat de 5 ans en 2016. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, après avoir passé 10 ans à la tête du Niger, passe ses dernières heures sur le fauteuil présidentiel. En effet, c'est demain, vendredi 2 avril 2021, que Issoufou Mahamadou va passer le témoin au nouveau président élu, Mohamed Bazoum, qui entame ainsi un nouveau mandat de 5 ans à compter de demain. Son investiture aura lieu demain, vendredi 2 avril 2021, au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Le Niger va connaître ainsi sa première alternance démocratique où un président élu va passer le témoin à un autre président démocratiquement élu. Ainsi, après l'échec de la tentative de coup d'État donc du mardi dernier au Niger, les réactions continuent de tomber un peu partout. Nous proposons aujourd'hui celle de quelques citoyens interrogés par nos reporters. Il n'est un secret pour personne que notre pays, de façon générale aujourd'hui, il traverse une crise sociopolitique qui ne dit pas son nom. Donc il faudrait nécessairement, et bien évidemment vous pouvez confirmer avec moi, que demain, il y aura l'investiture, vous avez vu toutes les voies qui ont été bloquées. Donc ils ont fomenté ce coup d'État pour pouvoir peut-être arrêter certains acteurs politiques. On peut les associer par rapport à ce coup d'État. Ou bien certains officiers, vous avez vu, même la carte qui vient d'être délivrée, c'était le 31. Donc ce coup-là, très bien, c'est un coup d'État. Et vous conviendrez avec, quand lorsque RFI avait intervenu aussi, vous avez vu, on a dit trois véhicules, s'il vous plaît, dans Allah Nabi. Ici même à l'université, 3 véhicules peuvent arrêter un secrétaire général à plus forte raison pour qu'il y ait un président de la République. Notre conscience ne va pas nous permettre de croire à ça. Parce que les gens disent que c'est un coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État parce que 3 véhicules ne peuvent pas faire un coup d'État. Les gens qui sont là-bas, ils sont plus armés que vous ne pouvez pas les affronter. Et moi, en tant que citoyen, je ne peux pas croire à cela. C'est vraiment un soi-disant coup d'État. Si vraiment c'est un coup d'État très bien préparé, ça n'allait pas être comme ça, vraiment. Puisque ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas un coup d'État avec 3 véhicules seulement. C'est juste, si je peux le dire, que pour jouer avec l'esprit du peuple. Nous avons vu le coup d'État de Tanzanie, comment au Grand Marché, les armes ont fermé. Pourtant, Grand Marché, c'est loin de la présidence, où les choses se sont passées. Et encore, après, on nous a dit que les gens sont venus dans 3 véhicules. 3 Toyota, pas char, hein, Toyota. Il suffit d'un simple grenade pour que les 3 véhicules sortent en même temps. Je me suis dit que connaissant le règne de Issoufou, comment la plus grande partie de l'armement militaire est stocké à la présidence, comment des gens de se croient capitaine, pas caporal, parce que caporal c'est le premier grade de l'armée, capitaine, qui se hasarde à prendre 3 véhicules et vouloir affronter tout cet armement-là. C'est trop débile pour être cru. Je me suis dit que, en fait, c'est la 4e fois même hein, dans ce régime où on nous parle de coup d'État. Moi, je me suis dit que ce n'est même pas inimaginable. Ce n'est même pas possible que ça soit un coup d'État. En fait, il faut juste comprendre qu'à chaque fois que le régime se trouve dos au mur, que le régime se trouve dans une situation inconfortable, extrêmement délicate, ils créent une situation eux-mêmes dans laquelle ils vont non seulement plonger d'autres citoyens, mais en même temps trouver une porte de sortie. Je conteste parce qu'il n'y a pas de preuves convaincantes qui montrent que réellement c'est un coup d'État qui a été effectué hier. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'un coup d'État a été effectué avec 3 bus alors qu'il n'y a aucune blessure, seulement il y a eu des échanges de balles. Non, vraiment, moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, ce n'est même pas un coup d'État. Dans ce cas, elle ne mérite même pas. Il y a la question même de féliciter à quelqu'un qui l'a fait, vraiment, c'est hors de question. Parce que ce n'est même pas un coup d'État. Pour moi, je dirais que
c'est une liberté et j'ai le droit de dire ce que je pense. Moi, je vois que c'est une complicité. Juste, ils sont venus juste pour perturber la ville de Niamey avec leur bombardement de la nuit. Et vraiment, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon vraiment d'entraîner la population dans ce genre de trucs juste pour leur intérêt vraiment. Et puis, toujours restons dans ce domaine pour vous faire suivre donc, ce communiqué du Forum de la société civile africaine pour la démocratie, FOCAD, qui réagit également à la suite du coup d'État avorté au Niger. Le communiqué est ainsi libellé dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, 48 heures seulement avant l'investiture du président nouvellement élu, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Une tentative de coup d'État a eu lieu au Niger. Le FOCAD a résolu à défendre la démocratie en Afrique, condamne avec fermeté cet acte rétrograde visant la remise en cause des institutions démocratiques et de l'état de droit dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui vient ainsi d'organiser des élections libres et transparentes et qui s'achemine vers sa première alternance démocratique après 60 ans d'indépendance. Le FOCAD félicite les forces de défense et de sécurité du Niger pour leur professionnalisme et leur promptitude ayant permis au pays de retrouver rapidement sa stabilité, ayant ainsi permis à la population d'évacuer librement à ses occupations. Le FOCAD félicite et encourage le peuple nigérien pour son attachement à l'état de droit et sa loyauté républicaine. En fait, le Forum de la société civile africaine pour la démocratie, FOCAD, réaffirme une fois de plus son engagement ferme à défendre la démocratie et l'état des droits, fait à Bruxelles le 1er avril 2021. Il s'appelle Mokhtar Amadou, un jeune Nigérien victime ce matin de la colère d'un agent de la garde présidentielle. Selon lui, cet élément de la garde présidentielle l'avait tabassé gravement. Retour sur les faits dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Couvert de sang de la bouche aux pieds, suture au niveau de la lèvre inférieure, ce jeune homme n'est pas un accidenté ni un criminel. Il a subi la colère d'un agent de la garde présidentielle. C'est en s'y rendant à la mort de l'hôpital national de Niamey pour la levée du corps de sa cousine qu'il s'est vu éclater la bouche par un garde présidentiel, et cela sans raison valable, comme il l'explique. J'ai été violenté brutalement par la garde présidentielle ce matin. Je venais à l'hôpital parce qu'on a un enterrement d'une sœur qui est décédée donc pour la levée du corps devant le centre de transfusion sanguine dans l'entrée de l'hôpital. Je n'avais pas de bavette, donc les enfants qui vendaient les bavettes sont courus vers moi pour me vendre. J'ai pris une bavette, le temps de lui faire sortir sa pièce pour lui payer. Je vois qu'il allait courir, je tourne et je vois un militaire de la garde avec un ceinturon qui se met à me frapper. C'est que j'ignore parce qu'il n'y a pas eu un seul mot entre lui et moi. Genre, dégagez de là-bas, on ne s'arrête pas ici. Pourtant, parce qu'il y a des chances, donc j'ai rien entendu. C'est juste que le gars s'est jeté sur moi et il a commencé à taper les autres en courant. Parce que j'étais sur la moto déjà. Donc la moto est tombée et je me suis sauvé. Par la suite, ce qui s'est passé, lui, une fois qu'il a commis l'acte, quand il a vu lui-même l'ouverture de ce qu'il a causé, il s'est retourné pour aller se positionner dans son dispositif. Et maintenant, c'est les gens qui sont autour de moi qui me disent que tu es en train de perdre beaucoup de sang et tu es devant l'hôpital. Vas-y et fais-toi soigner, quoi. Parce que, bon, voilà, quoi. Personne ne s'occupe. Donc je suis rentré dans l'hôpital national. J'ai perdu les dents, c'était complètement ouvert. Vous pouvez les voir à travers certaines images que j'ai eu à faire moi-même dans le choc. Et oui, donc je suis rentré à l'hôpital. Le médecin lui-même, quand il a vu, il a demandé, il dit que maintenant on ne peut pas laisser comme ça. Il va falloir que j'aille au niveau du poste de police, au commissariat le plus proche, pour prendre une réquisition. Ce brave, malgré cette blessure grave, s'est rendu de lui-même à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. La victime compte porter plainte. La conduite à tenir, c'est que la première des choses, c'est là de faire voir au public, à l'international, ce qui se dit toujours, les bavures ou les abus de pouvoir dans un pays dit de droit, dans une
transition dite démocratique, qu'on est là en train de vivre une veille, on se met à tabasser ou à bastonner sauvagement des citoyens comme ça, sans aucune raison ni explication. Donc au moins ne peut le faire passer, parce qu'on l'entendait, les gens l'entendent, mais tant qu'ils ne voient pas, tant qu'il n'y a pas de témoignage, on ne croit pas vraiment. Donc pour cela, c'est la première des choses. Mais deuxièmement aussi, ce serait une plainte, où c'est déjà la plainte en cours contre X, parce que les auteurs de ces genres, on ne doit pas les laisser tranquillement vivre comme si de rien n'était, comme si c'est des bêtes qu'ils ont eues en train de tabasser comme ça. Maintenant, dans la procédure, après que le médecin m'a demandé d'aller au commissariat, m'a fait la réquisition, j'ai fait la réquisition, je suis revenu à l'hôpital. Il m'a fait les soins de suture très bien fait. Maintenant, je retourne au niveau du commissariat pour amener le papier dont normalement la réquisition a demandé. Et au niveau maintenant du commissariat, ils me disent que non, la procédure disait que normalement, ce n'est pas à leur niveau que je devais venir, ou ce n'est pas à leur niveau que l'hôpital devait me référer, que c'est au niveau de la gendarmerie. Donc maintenant, vous voyez l'heure qu'il est, et le temps et tout, je laisse, mais je continuerai. Avec cette victime, cela vient s'ajouter aux multiples plaintes à l'endroit de cette garde présidentielle, dont certains de ces éléments disposent d'un comportement peu orthodoxe vis-à-vis des citoyens. Lancée officiellement le 29 mars dernier, la campagne de vaccination contre le coronavirus au Niger s'est poursuivie au niveau des différents sites retenus à cet effet. Mais l'opération se poursuit de façon timide. Les dispositifs mis en place sont bien installés, mais les concernés viennent à compte-gouttes. Dans les sites visités ce matin par nos reporters, tout se passe bien. Reportage Ousmane Boubacar et Nasser Sedou. 72 heures après le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 par les autorités, l'engouement ne semble toujours pas au rendez-vous au niveau des différents centres prévus pour la vaccination. Une situation que le secrétaire général du syndicat national des pharmaciens et médecins dentistes Saint-Famed explique en ces termes. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'engouement, on l'a effectivement constaté. Et cela est peut-être dû à la façon dont les choses peut-être se sont passées. Il n'y a pas eu assez de tapage médiatique autour de cette question de vaccination, autour, si vous voulez, de la réceptivité, en tout cas de la population, sur cette vaccination. Mais pour le moment, il est peut-être normal qu'il n'y ait pas trop d'engouement parce que c'est uniquement les agents de santé. En fait, c'est une frange de la population qui a été ciblée, en tout cas pour recevoir justement ce vaccin-là. Donc, il s'agit effectivement de la phase des agents de santé, de la phase justement de, si vous voulez, des forces de défense et de sécurité, et puis les réfugiés, si ma mémoire est bonne, et les gens dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans avec des comorbidités. Tout à l'heure, moi je viens de me faire vacciner, justement vous voyez la carte de vaccination, je viens juste de me faire vacciner, et je crois que c'était on était parti vers 9h, donc je crois qu'on était la 16e personne à être vaccinée. Et je pense que pour un début, on peut dire que ça va. Si, en tout cas, quand on a quitté, il y a déjà des gens effectivement qui attendaient. Donc si d'ici la fin de la journée, en tout cas le même engouement continue, je pense qu'ils peuvent aller au-delà de 200 personnes par jour. Et je crois que ce n'est pas rien. Il lance par ailleurs un appel à l'endroit des autorités et de toutes les personnes concernées par cette phase de vaccination de ne pas traîner et d'aller se faire vacciner. L'appel que moi je lance, si vous voulez, au ministère de la Santé et aux acteurs, notamment les médecins, les infirmiers qui sont autour de cette vaccination, c'est de multiplier d'efforts, c'est de continuer, si vous voulez, à expliquer aux gens l'utilité de cette vaccination-là, l'importance de cette vaccination. Parce que si, à un moment donné, on a fait face, ou on continue à faire face, jusqu'à aujourd'hui à la deuxième vague, c'est dû au fait qu'on n'avait pas justement le vaccin, en tout cas à un moment donné. Donc, mais maintenant que le vaccin est là, je crois qu'il va falloir continuer à sensibiliser les gens sur l'utilité de cette vaccination-là, parce que les gens sont en train de mourir de cette maladie.
Les gens sont en train de payer le plus fort de cette maladie. La population en général est en train de courir, si vous voulez, le risque économique lié à cette pandémie. Je crois que le moment est venu par rapport à cette phase, en tout cas, qui me semble la plus importante dans la réponse contre cette maladie. Donc, je crois que les gens doivent aller se faire vacciner. Et du coup, si on arrive à vacciner, en tout cas, au-delà de l'objectif, je crois que ça serait une très belle chose. Au-delà, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, notamment au niveau de la question de traitement, au niveau de la question des mesures barrières, je crois que la question de la vaccination est au centre justement de cette riposte-là. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt, en tout cas, à mon sens, une très 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 bonne nouvelle, le fait qu'on ait ce vaccin-là, le fait qu'on commence déjà la vaccination. La maladie à coronavirus est une maladie qui a fait couler beaucoup d'encre au sein de la société. Chacun y était allé avec ses appréciations, ce qui a fait installer un doute évident. Elle a quand même coûté la vie à plus d'1 million de Nigériens selon les autorités, ce qui dénote de l'existence de la maladie. Premier jour, ce jeudi 1er avril 2021, de la fermeture de la mine de la compagnie minière d'Akuta Kominaka, une mine située à quelques kilomètres de la ville d'Arlita. Une décision de la société française Orano, vivement critiquée par les Nigériens. Pour l'acteur de la société civile nigérienne Moussa Tchangari, les autorités doivent maintenant penser à la pré-fermeture. On l'écoute. Les conséquences sont énormes. D'abord, c'est une mine qui a fonctionné pendant plus de 40 ans qui va fermer. Des centaines de personnes vont se retrouver dans la rue. Donc ce sont des pères de famille qui vont se retrouver dans la rue, même si il semble que les droits vont être payés, etc. Mais quand même, les gens vont être dans la rue. C'est aussi une activité économique importante qui s'arrête. D'autant plus que, vous savez, l'uranium a représenté une source importante d'entrée de devises pour le pays. Et ce, malgré le caractère léonin de l'accord qui lie l'État du Niger aux compagnies qui exploitent cette ressource-là. Cette mine-là, qui a plus de 40 ans, va fermer. Ça veut dire que l'activité de l'exploitation de l'uranium est une activité qui va régresser. J'estime qu'il y a du devoir de l'État de protéger. On ne doit pas laisser des gens qui ont une certaine situation, en tout cas voir leur situation se dégrader et tomber dans la précarité. Ça, c'est le devoir de l'État, que ce soit pour les travailleurs des mines ou pour tous les travailleurs, pour tous les Nigériens. On doit protéger les gens et on doit faire tout pour que les gens ne baissent pas d'échelle, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans la précarité. Ça, c'est le rôle même de l'État et c'est pour ça qu'on a besoin d'un État. Donc l'État doit prendre des mesures. C'est à lui de voir quelles sont les mesures appropriées à prendre en termes de reconversion, en termes de soutien, etc. Puisque c'est aussi lui qui a accepté que ça soit fermé. Donc il a un devoir moral et il a une obligation en termes de droits vis-à-vis de ses citoyens, et pas seulement des gens qui travaillent, mais même vis-à-vis de la ville et donc des populations de la ville qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent aussi être affectées par le fait que cette activité va s'arrêter. C'est vrai qu'il y a encore une mine qui continue, mais c'est quand même, ça va affecter toute la zone. C'est son printemps. Actuellement, la pomme de terre inonde les marchés de Niamey et dans les quartiers, les vendeurs ambulants sont également visibles un peu partout. Malgré l'abondance de ce produit, le prix commence à grimper, nous rapporte Balkissa Tahirou et Sadou Doumi dans ce reportage. Disponible et en quantité suffisante dans la quasi-totalité des marchés de Niamey, la pomme de terre est un tubercule très largement consommé à travers le monde. Cette période est son printemps, comme en témoignent les revendeurs ambulants qui sont visibles partout dans la ville de Niamey. Au Niger, la pomme de terre est produite dans plusieurs localités. Cependant, malgré cette abondance, à quelques jours du mois béni du Ramadan, le prix de ces produits a connu une augmentation, une situation que déplorent les revendeurs. La pomme de terre est excessivement chère ces temps-ci. Cette cherté est due à l'avènement du mois béni du Ramadan. Nous revendons le kilo actuellement à 350 francs.
Malgré l'augmentation du prix de la pomme de terre, les clients sont au rendez-vous, dont certains trouvent les prix abordables. Moi, je trouve, parfois j'achète 300, mais je trouve que c'est excessivement cher. Donc bon, s'ils peuvent diminuer un peu, vraiment ça va arranger la population. C'est tout ce qu'on veut, le prix moins cher pour que les gens puissent se nourrir convenablement. Le prix a baissé, en tout cas, avant quand je payais c'était à 500, 600 le prix. Mais maintenant il vient de me dire que c'est à 300. Le prix, il y a une copine même qui m'a dit que c'est à 250, donc 200 francs. J'étais en train de discuter avec lui, mais il m'a dit que c'est 300. Donc on trouve que le prix est un peu abordable par rapport à avant. A noter que la pomme de terre est riche en glucides, potassium et magnésium. Elle contient également une quantité impressionnante de vitamines et de minéraux, ayant des effets bénéfiques pour la santé. Elle lutte efficacement contre le cancer, le diabète et l'ulcère et peut être transformée en jus, poudre ou en cosmétique. Merci Belkissa Tahirou. C'est sur ce que se referme cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.